Elle va donc nous présenter aujourd'hui une intervention intitulée « Grande sœur, à toi la parole ». Oui, alors, maintenant je vais vous raconter pourquoi il n'y a pas souvent de profession quand on a déjà 37 ans. Hanoï, mai 1967, un grand cinéaste hollandais, Joris Ivers, et sa compagne Marceline Loridan, renommés mondialement dans le film anticolonialiste, ont décidé de réaliser un film sur le district de Tindouf, situé du 5e parallèle, la place la plus attaquée par les bombardements américains dans tout le Vietnam. Monsieur, s'il vous plaît. Pardon. Voilà, allez-y. Ah. Qu'est-ce qui arrive? Elle est déconnectée? Ah. Donc c'est de l'autre côté. Voilà, ça y est. Ouais. Ça va? Oui, ça va. Tu étais déconnecté tout à l'heure. Oui. Vas-y, vas-y. Bon, allez, vous savez, nous voulons faire un film sur le 17e parallèle, la place la plus attaquée par les bombardements américains dans tout le Vietnam. Nous étions 12 personnes, dont 5 caméramans, 4 chauffeurs qui participaient à ce périlleux voyage. Je tenais le rôle de médecin et traductrice dans cette équipe dont les caméramans ne parlaient pas français. Cette nuit-là, dans l'abri souterrain, après une longue journée de tournage, vraiment sous les bombes, je n'arrive pas à m'endormir. Soudain, une haute voix au milieu de la nuit. « Au secours! Au secours! Avec le médecin, ma femme va mourir !» Je me levai en sursaut, tirant en toute vitesse mon sac de secours accroché au mur. Et avec M. John, l'ingénieur de son qui gardait nuit et jour l'unique et précieux magnétophone de la rare, puisqu'on n'a que 15 magnétophones ce temps-là. Nous nous sommes orientés vers une minuscule lieu de lampe à pétrole. Une voix d'homme, entrecoupée par les pleurs. Depuis 2 jours, ma femme n'a pas pu accoucher. Elle est maintenant agonisante. Aidez-moi, aidez-moi. John a tenu la main de cet homme et moi, je l'ai suivi aveuglément dans ce noir d'enfer. Il faut vous mentionner qu'un building où la mort pouvait surgir à n'importe quelle circonstance par prudence, c'est obligatoire d'être à 2 dans tous les déplacements. Ce tunnel souterrain donc abrité toute la population d'un village ou bien du village voisin était creusé d'une manière labyrinthique comme une toile d'araignée. J'ai marché dans le noir, guidé uniquement par la main moite de John, quand tout à coup, j'entendais le faible gémissement. Ma main touchait un ventre de femme enceinte, puis un corps tout glacé, des longs cheveux humides. Une voix de femme sauvait mon bébé. Tenant mon courage à 2 mains, j'ai demandé au père de m'apporter une cuvette d'eau chaude et avec toutes mes connaissances obstétriques, après un temps atrocement long, le premier cri d'un bébé a résonné dans ce sombre tunnel. Ce petit bout d'homme a hurlé de toute sa force, peut-être parce que lui aussi, il est stressé et effrayé. Soudain, le père éclatait bruyamment de sanglots. « Oh mon fils, mon fils !» Il était bien tard quand nous avons regagné notre abri. Joris et Marceline nous attendaient. Trop fatigués, je leur disais tout simplement « ça va », quand tout à coup, j'entendais ma voix qui hurlait alors de m'apporter de l'eau chaude, les gémissements de la femme, mes conseils plutôt, mes ordres à m'approcher d'une voix tonitruante, parce que, étant moi-même, monté d'inquiétude et de frayeur,
par cet accouchement dans cette ténèbre absolue. Puis, éclater de communiquer d'un nouveau-né et quelques minutes plus tard, le symbole de bonheur d'enfer. Comme un film de fiction, juste à ce moment, on entendait vaguement un roulement, l'éclatement des bombes des avions B-52. Sans me prévenir, John a enregistré toute cette scène d'accouchement. L'émotion a gagné toute l'équipe. Je ne pouvais pas retenir les larmes de bonheur. 2 jours après, un homme aux 25 années, une quarantaine d'années, nous attendait à la montée du tunnel, un paquet de bagnole à la main. Je vous remercie infiniment et vous demande à donner à ma famille encore une faveur. Nous souhaitons que la dame qui a été ma femme accouchée choisira un nom pour mon jeune garçon. Naturellement, je suis toute fière de cette confiance, mais comme le soleil se levait déjà assez haut, pour éviter les avalanches de bombes qui tomberont bientôt, l'équipe devait partir immédiatement. J'avais un réflexe rapide. Si vous êtes d'accord, ce bébé portera mon nom, Wilson Form. Juillet 2007. 40 ans après, à l'occasion du 40e anniversaire du 7e parallèle Pierre Ducote, la télévision de Roussy-Miville a décidé de faire un film intitulé Wingling 40 ans après. Mon fils est le directeur de ce film, dont je suis la consultante. Sur le principal personnage du film en 1967, nous avons rencontré un certain nombre d'habitants qui ont pu sortir de cette tempête. Et j'ai pensé à l'enfant né dans l'obscurité profonde du tunnel et qui a porté mon nom. Durant une semaine entière, la presse de Bimbi, la télévision de la province, a donné des avis de recherche, mais c'était en vain. Aucune trace de mon filleul de Bimbi. Pourquoi un changement de profession? En août 1967, à la soirée d'adieu, avant le départ de Lloris et de Massoline pour Paris, Lloris a posé sa main sur mon épaule pour, après ces 2 mois de travail, face en face à tout danger de mort, je suis convaincu que je conviens parfaitement à être cinéaste correspondant de l'air, comme il a grandement besoin de montrer les cris de cette barbare destruction. En plus, ce métier nous permet d'avoir des occasions pour assister à des moments uniques, comme la naissance d'un bébé dans un village, avec ses premiers cris, ses sanglots de bonheur du père, les preuves indiscutables du triomphe de la vie sur la mort. En décembre 1967, j'ai continué à travailler au comité des relations culturelles, mais dans Hanoï relativement en paix, je ne pouvais pas oublier les souvenirs de ces 2 mois sous les bombes du 7e parallèle avec cette héroïque population de Bing. Les conseils de mon maître Joris et Yven me revenaient sans cesse dans l'esprit. Je me tourmentais avec cette idée. On ne peut avoir qu'une seule vie. Tâchons de vivre comme notre conscience nous conseille. J'ai longuement discuté avec mon mari et mes 3 fils, et heureusement, j'ai reçu leur compréhension et consentement. Après des mois d'hésitation, j'ai décidé à quitter ma confortable clinique à Hanoï pour m'engager dans une vie remplie de dangers, mais que j'aime comme correspondante de guerre. La première nuit, où en compagnie de mes 2 caméramens, nous étions de nouveau sur un commun car se dirigeant vers Foubi, un lieu très bombardé situé à 75 km de Hanoï, sous les menaçantes couleurs grise-verte de fusées américaines. J'avais 37 ans. Voilà ma première histoire. En juillet 1989, c'était ma première visite en France. Avant ma retraite à Hanoï, je vous ai dit que j'étais médecin et interprète au comité des relations culturelles avec les Français. Ce double travail m'a permis d'accompagner des écrivains, des cinéastes, des journalistes, des historiens, des correspondants de guerre français dans des places
ou des régions complètement détruites par les bombardements américains. Nous nous sommes rapidement amis à ce partage de ce moment dangereux. Arrive seul à Paris, j'étais entouré de leurs soins plus que généreux pour mon logement, mes moyens de transport, mes visites aux alentours de Paris, etc. Mon séjour était vraiment très agréable. Mais de jour en jour, sachant que j'étais venu d'un pays après-guerre, j'ai dû écouter les complaintes pourtant sympathiques autour de moi. Au Vietnam, que de ravages, comment se relever, combien d'orphelins, combien de familles détruites, etc., etc. À la fin, ne pouvant plus supporter ce partage de sentiments de pitié, je vous forçais à penser, pourquoi ne pas connaître un autre aspect au Vietnam, aux amis, notre civilisation culturelle. Si je pouvais, par exemple, ouvrir une galerie d'art pour faire connaître la peinture vietnamienne en France et dans d'autres pays, et profiter de ce séjour pour une exposition test des peintures vietnamiennes à Paris. Ce projet, hautement soutenu par ma famille, par l'enthousiaste participation de mes amis peintres au Vietnam, m'avait beaucoup encouragé. Et surtout, grâce à l'aide et le soutien inestimable de Michel Canaguès, sénateur et maire du 1er arrondissement, 72 peintures apportées par mon fils 3 semaines avant le Vietnam ont pu être exposées devant plus de 300 personnes. Après 8 jours d'exposition, j'ai pu vendre 37 peintures vietnamiennes, un résultat très inespéré. Une fois de plus, j'ai pu constater qu'il fallait courageusement oser faire un premier pas pour pouvoir continuer les autres marches dans la vie. Dès mon retour à Saigon, ma famille et moi, nous avons décidé d'ouvrir une galerie d'art privée ayant pour but de faire la promotion des artistes peintres connus, jeunes peintres encore inconnus ou méconnus. J'ai choisi le nom Galerie Lotus en pensant aux feuilles de lotus qui bravaient et traversaient les pays sans être ni trempés ni abattus. Je partais à Hanoï à la recherche des peintures et visitais le building à 4 étages de la rue Montbert, lieu réservé aux expositions de peintures de tout le Vietnam. Premier étage, les tableaux colorés, les jeunes filles bien gracieuses sur des bicyclettes, les vagons de de l'apprentième sous les bannières séculaires, etc. C'est-à-dire, après moi, les scènes du déjà-vu. Deuxième étage, presque les mêmes impressions. Troisième étage, encore moins attrayant pour moi. Je m'apprêtais à descendre, bien déçu, quand une petite banderole couleur crème, fixée au bout du 4e étage, accrochait mon regard. Exposition des peintures de Trung Đình House, un nom inconnu pour moi, qui pourtant avait une large connaissance de ce milieu artistique. Plutôt par curiosité, je m'efforçais à monter ce dernier étage. Des peintures en papier de petit format, des puissants coups de pinceau, des couleurs contrastées, s'entremêlaient dans une parfaite harmonie, 2 immenses yeux qui me fixaient dans un angoissant regard. Mon Dieu, c'est du symbolisme jamais vu à Saigon. Tremblant d'émotion, je m'approchais à la table installée au milieu de la salle où un homme sommeillait. Je veux rencontrer M. Rao, tout en pensant qu'il était le gardien de la salle. Un visage émacié, des cheveux argentés, 2 yeux encore rougis par le sommeil. Rao, c'est moi. Après cette première rencontre, notre collaboration a duré 31 ans. J'ai invité Rao à participer à mes expositions de peinture vietnamienne en Asie, en Europe, aux États-Unis, en Australie. Avec mes jeunes peintres, Rao a visité des musées d'art, a participé à des rencontres et des colloques avec des peintres des autres pays, ou a chanté avec quelques peintres français au cours d'une soirée à Montmartre. Puis, un jour, assis dans un café au bord de la Seine, après 3 ans de collaboration, Rao m'a apporté sa vie. Diplômé brillamment de l'Institut des Beaux-Arts de Hanoï en 1900,
1987, le directeur de l'Institut a voulu garder Hao comme enseignant à l'Institut, mais seulement avec cette condition. Hao doit se limiter à peindre normalement tout en respectant le réalisme socialiste. L'Institut ne souhaite pas recevoir un enseignant qui inclut aux jeunes étudiants des beautés anormales, symboliques, de l'art abstrait, etc. Pour respecter notre condition, nous sommes prêts à nous accueillir. Après une semaine, la réponse de Hao. Je regrette énormément, mais je ne peux pas briser mon principe. C'était des idiots. Juger cet homme-là comme désobéissance insolente apportait un goût effet néfaste pour Hao et pour sa famille. Immédiatement, 10 jours après, Hao a reçu l'ordre de mutation dans une région montagneuse éloignée du Nord-Vietnam. Son travail, prendre soin des couleurs de costumes d'un groupe de théâtre traditionnel du village, c'est-à-dire rien. Avec le maigre salaire qui n'était pas suffisant pour acheter seulement du riz pour 15 jours, Hao, sa femme et les 3 enfants en bas âge devraient se livrer aux vieux pénibles travaux du terre à vivre. Mais Hao continue à peindre, malgré tout. Faute d'argent pour acheter du papier et des couleurs, il allait dans les marchés, ramassait les journées de la rue, des papiers d'emballage, des papiers de riz au plus très modiques, et multiplier de la chaux à badigeonner les murs de différentes couleurs et préparer avec ses moyens de fortune pour peindre ses œuvres reflétant l'amertume, la douleur, la colère. Les soins ont fait hurler de peur les enfants du village avec les corps renversés, les yeux derrière le dos, les âmes errantes difformes dans une nuit sombre. Trop occupés par le gagne-pain de chaque jour, la nuit, sous la lumière blafarde de lampe à pétrole, cet artiste vivait avec ses tableaux. Sa femme a confié, s'il ne peut plus peindre, il meurt. Heureusement, en 1991, le jugement sur l'art devenait plus indulgent. La peinture abstraite est tolérée. 13 ans après sa graduation, on pouvait enfin organiser sa première exposition de peinture à Hanoï. C'était juste au moment où nous sommes rencontrés. Ces œuvres, pas encore bien compris et appréciées à Hanoï ce temps-là, ont rapidement reçu un accueil plus qu'enthousiaste en Asie, en Europe, en Australie, aux États-Unis. De 2001 jusqu'à 2022, j'ai la grande joie de pouvoir vendre plus de 2000 peintures de Hao dans le monde, ce qui permet à Hao d'acheter une maison et 3 autres plus modestes pour ses 3 fils et filles également peints. En automne 2022, Hao a quitté ce monde âgé de 85 ans. 15 jours avant son agonie, jour et nuit, il fixait son regard sur ce domaine desséché, inerte, les mains qui l'ont aidé à vivre vaillamment, courageusement. J'ai gardé ma collection personnelle sans peinture de Hao et un jour viendrai à Saigon. Je vous inviterai avec grand plaisir à regarder ensemble ces peintures peintes dans la souffrance, dans le malheur, mais aussi dans ce grand bonheur d'un homme courageux, talentueux, et a pu garder l'honneur de ne pas jamais briser ses vaisseaux, ni de perdre sa liberté intellectuelle. Merci beaucoup de votre attention.